Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Comme vous voyez, juste à temps. C'est assez, ça tombe assez bien. Donc du coup, bienvenue à un nouveau chapitre de Spring Boot. Mon nom est Stéphane Nicole, je travaille sur Spring depuis 12 ans environ. J'ai commencé sur Spring Framework, très vite passé à Boot. J'ai fait un petit peu du start.spring.io pendant une dizaine d'années environ. Voilà, on peut toucher un peu à pas mal de choses. Et puis entre crochets, là, c'est mon collègue Brian qui a fait les slides. Si c'était moi qui avais fait les slides, vous n'auriez pas aimé. Et qui a travaillé aussi sur un peu beaucoup même la démo, comme on le verra par la suite. Donc je le mets là. D'habitude, il fait la présentation avec moi, mais il n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc qui n'utilise pas Spring Boot? Je vais faire plutôt dans ce sens-là. J'ai 4, 5, 6. Ah, pas mal. Vous utilisez quoi, ceux qui n'utilisent pas Spring Boot? Pardon? Ok. Par là? Ouais. Jakarta avec quoi? Oui, ok, d'accord, mais tu le déploies sur quoi? Ok. Donc, Pyra, ok. Cool. Ceux qui utilisent Spring Boot, qui est-ce qui utilise déjà la version 3? Majorité. Qu'est-ce qui est encore en 2? T'es en 2 et t'es tout seul, là, c'est normal. Il n'y a personne qui veut s'asseoir à côté de toi ou quoi, c'est ça? Spring Boot 1? Bah, plus personne n'ose maintenant, je suis désolé. Ok, cool. Version de Java, Java 17. Java 21, la principale, on va dire la principale. 21. Ok. 25. Ok. Il y a... Voilà. Ceux qui sont devant, ils ont l'air un peu cool. Ceux qui sont derrière, vous devriez venir plus près. Alors, on ne va pas faire trop de slides parce que c'est barbant. On va essayer de travailler dans le code. Et puis, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais vous avez des questions, sachant que je planifie de terminer à 20h05. Et si vous posez trop de questions, je ne terminerai pas à 20h05. Donc, voilà, où je mettrai moins de contenu. Donc, imaginez, on va travailler sur base d'une app de matchmaking pour les joueurs. Donc, imaginez que vous voulez vous enregistrer à cette application. Et cette application, on va les récupérer. On va faire 2 appels. Un appel pour récupérer votre profil et un appel pour récupérer des stats vous concernant. L'idée, c'est un peu connaître un petit peu plus vos caractéristiques, si vous êtes fort à ce jeu-là ou pas. Ensuite, on va ajouter une série de joueurs dans cette queue. Et l'idée de l'app, comme vous l'avez compris, c'est de trouver des joueurs qui correspondraient bien pour les faire jouer l'un contre l'autre dans des lobbies. Voilà, donc on va bosser là-dessus. Donc on va avoir un back-end qu'on ne connaît pas trop, on ne sait pas trop toucher à ça, avec 2 services, service profil, service stat, et puis notre application sur laquelle on va bosser qui, elle, utilise Spring Boot 3.5 toujours. Donc on va l'upgrader, il va y avoir une conversation liée à ça, ajouter des fonctionnalités, etc. Donc Spring Boot 4.0 qui est sorti le 20 novembre, 4.0.1 qui est sorti il y a 12 minutes. Donc on va utiliser ça. Si les démos foirent, c'est parce que je ne l'ai jamais utilisé, donc c'est pas ma faute. Au niveau baseline, on ne change rien pour la version de Java. Donc toujours Java 17 nécessaire ou supérieur. On vous invite très fortement à utiliser une version plus récente de Java, j'y reviendrai tout à l'heure. La baseline, par contre, pour Jakarta change, on passe de 10 à 11. L'idée, c'est que ça vous amène une nouvelle version de servlet de JPA. Donc concrètement, pour vous, ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir un bump avec le servlet container, vous allez passer une nouvelle version de Tomcat, une nouvelle version de Jetty. Même chose au niveau JPA, vous allez avoir une nouvelle version d'Abernet. Donc c'est Abernet 7.2 maintenant, qui est fourni avec Spring Boot 4. On va un peu se promener dans les fonctionnalités de Spring Boot spécifiquement au niveau de la modularité. Puis alors, il y a plein d'autres fonctionnalités qui viennent du portfolio, bien sûr. Je n'aurai pas le temps de parler de tout. Il y aura des références et la démo, je la partagerai avec vous à la fin. Donc, si à un moment donné, vous voulez réessayer quelque chose, normalement, ça devrait être assez simple de refaire une des démos que je vais vous montrer. Donc, nous, on a passé énormément de temps sur cette release à modulariser Spring Boot, modularisé pas au sens du module plateforme, parce que c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Donc c'est pas JPMS, c'est vraiment une modularité au sens
classique du terme, où au lieu d'avoir un jar avec toutes les autoconfigurations, on a maintenant un jar par technologie. Et l'idée de ce split, c'est que ça nous permet d'avoir des signaux plus fins lorsque vous voulez utiliser une certaine technologie. Donc l'idée, vous ajoutez le jar ou le starter de la technologie, et c'est à ce moment-là que l'autoconfiguration s'active. A contrario, si vous n'ajoutez pas le jar d'une certaine technologie, il n'existe pas, et donc vous n'avez pas cet effet où, en fonction d'une condition qui pourrait venir par la suite que vous ne maîtrisez pas, quelque chose s'active. On verra ça en pratique, dans les démos. Bon, c'est déjà presque plus ou moins tout pour les slides. Hein. Alors, j'ai donc, si c'est pas assez grand, n'hésitez pas à me le dire, parce que pour moi c'est pas trop mal en fait. Hein. Donc, je démarre mon application. Ça, on n'en a plus besoin. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Donc voilà, j'ai mon application qui a démarré. Pas de joueurs, pas de lobby. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va queuer des joueurs. Bon, c'est pas hyper passionnant, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment le système fonctionne. Donc les joueurs sont ajoutés dans cette queue, et puis à un moment donné ou un autre, il va y avoir suffisamment de joueurs qui partagent une caractéristique. Et donc on va créer des lobbies. Donc voilà, le lobby qui se crée. Encore une fois, ça c'est juste pour que vous visualisez un peu la manière dont l'algorithme fonctionne. Cool. Donc cette application utilise déjà Java 25. Donc ça c'est un message important pour vous, c'est que il n'y a pas une nécessité d'une upgrade de Java liée à l'upgrade de Spring Boot. C'est-à-dire que Spring Boot 3.5 va fonctionner avec Java 17 jusqu'à 25. Spring Boot 4 fonctionne actuellement de 17 à 25. Donc il n'y a pas nécessairement un besoin particulier. Donc si vous préférez upgrader avant, vous upgradez avant, vous voulez upgrader après, vous upgradez après, vous ne voulez pas upgrader du tout, vous upgradez pas du tout. Mais bon, cette dernière option évidemment n'est pas géniale. Alors pourquoi Java 25? Donc il y a pas mal de choses intéressantes, notamment le fait, comme vous le savez sans doute, que la JVM continue à évoluer. Donc vous allez avoir une amélioration de performance gratuite entre guillemets, c'est-à-dire sans changement de code de votre part. Donc les améliorations sont réelles sur des applications relativement standards. L'autre truc qui est hyper intéressant, c'est quelque chose qui vient d'arriver justement dans Java 25, qui s'appelle AOT Cache. Qu'est-ce qui a entendu parler d'AOT Cache? Ah, quand même pas mal. Ok, d'habitude j'ai deux mains. Qu'est-ce qui a déjà entendu parler du Project Layden? Plus que les mêmes d'AOT Cache, c'est intéressant. Donc AOT Cache fait partie du Project Layden. Et encore une question, qu'est-ce qui a déjà entendu parler de CDS, Class Data Sharing? Moi, c'est plus ou moins les mêmes. Hein. Ok. Donc rapidement, Class Data Sharing, ça a été introduit en Java 9, donc c'est pas du tout récent. L'idée à l'époque, c'était que l'équipe Java travaillait sur un système qui permettait de partager l'espace mémoire pour charger les classes entre différents processus. Donc typiquement, si vous démarrez une application en plusieurs copies sur une machine, l'idée de la cache, c'était que vous ne payiez le coût des classes qu'une seule fois. Donc il y avait un espace partagé, d'où le terme class data sharing. Bon, il se fait que ça correspondait plus du tout à la manière dont on déployait en production, hein, puisqu'on n'a pas tellement tendance à déployer 15 copies sur le même serveur. Et donc ils ont fait évoluer ce mécanisme-là, donc toujours dans l'esprit d'améliorer les performances, mais vraiment pour se focaliser sur le processus maintenant, et surtout d'aller plus loin que le class loading. Et donc c'est là où AOT Cache arrive et Project Layden, qui était en formation, donc c'était vraiment un développement dans une branche parallèle, et donc il y a une première version qui est arrivée dans Java 25, pas en preview, donc c'est quelque chose que vous pouvez utiliser hors preview. Et donc ce que ça fait, en gros, imaginez, très simplifié, hein, puisqu'on n'a pas le temps vraiment de rentrer dans les détails, je vous donnerai une référence après. L'idée, c'est que vous démarrez votre app avec un certain flag au niveau de la VM. Vous exercez un peu votre app pour la partie startup, etc. La JVM enregistre toute une série de choses, toute une série d'optimisations. Vous stoppez l'app. Au moment où vous stoppez l'app, ça sauve un cache sur disque. Et puis si vous redémarrez la même app, même JDK, etc., vous passez la cache, donc la cache peut être partagée sur plusieurs serveurs, c'est ça l'idée.
Si vous démarrez l'app à claquage, les optimisations sont appliquées directement. Et donc l'application démarre beaucoup plus vite et elle est beaucoup plus vite performante, c'est-à-dire que les optimisations qui auraient été éventuellement appliquées sont appliquées directement au lieu d'attendre que le JIT fasse son effet. Donc ça c'est super en Java 25. Si ça vous intéresse, il y a un talk sur le channel YouTube de Devox Belgique. Il y a un talk avec Moritz et Anna-Maria. Anna-Maria est d'Oracle et Moritz c'est mon collègue sur Spring Boot. Et là, vous avez vraiment une session qui se focalise là-dessus et qui montre aussi des graphes de performance. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder à ça. Bon, du coup, nous, notre petite application Spring Boot, qu'est-ce qu'on va faire avec? On va l'upgrader. Donc, ça va foirer hein, à tous les coups, mais bon, on va essayer quand même. Ah oui, mince, oui, ça va, j'ai Internet. Donc je n'ai jamais téléchargé ça sur ma machine, donc ça risque peut-être de prendre un petit peu de temps. On va voir. C'était peut-être pas une bonne idée. J'en sais rien en fait. Ouf, non, ça a l'air d'être bien ça. Ok, cool. J'ai oublié de vous montrer quelque chose, je suis désolé. On revient en arrière. Alors, mon application Spring Boot, elle utilise deux choses actuellement. C'est une application web qui utilise Moustache. Moustache, pour ceux qui ne savent pas, c'est un moteur de template. C'est ce qui fait ce machin-là, en fait. Donc, vraiment rien de... C'est une application web toute simple, avec pas beaucoup plus de dépendances. Starter test, ça a oublié, c'est parce qu'il y a des clés de propriété. On voulait avoir l'autocomplétion, et ce truc-là génère les clés de config. Par contre, si maintenant, dans cette application, je tape Kafka, par exemple, vous allez voir que je vais avoir plein de choses sur Kafka. Je n'utilise pas Kafka. Si je tape Elasticsearch, je vais avoir plein de choses. Si je fais du JMS, par exemple, ben voilà, je vais avoir toute une série de choses. Et bon, évidemment, ces choses qui sont dans le contexte de mon éditeur ne sont pas utiles puisque je n'utilise aucune de ces technologies. Alors, on passe à notre ami Spring Boot. Alors, si je fais ActiveMQ maintenant, ben, j'ai rien. Elasticsearch, rien non plus. Et qu'est-ce que j'avais dit? Kafka, non plus. Ok. J'ai dit ActiveMQ? Je n'ai pas fait ActiveMQ? J'ai fait ActiveMQ, non? Je l'ai fait. Qu'est-ce qui a dit que je ne l'avais pas fait? Ah, délation, je vois ça. Ok, cool. Donc, vous avez compris l'idée. En upgradant, au lieu d'avoir vraiment l'entièreté des technologies que Spring Boot supporte, vous vous retrouvez vraiment avec uniquement ce pourquoi vous avez fait un signal fort au niveau de votre build. Donc, ça veut dire que toute une série de choses ne vont plus être disponibles et que vous allez uniquement pouvoir compiler votre code vis-à-vis de certaines des API de Spring Boot que si vous optez pour cette technologie. Bon, alors mon premier problème, évidemment, c'est que, enfin pas évidemment, c'est qu'il ne connaît pas ça, mon REST Template Builder. Donc je vais regarder si par hasard il est dans mon ClassPath. Il n'y est pas. Il y a juste une classe dans Spring Framework qui a REST Template et Builder dans le nom, et donc c'est pour ça qu'il me le montre, mais donc la classe n'existe pas. Donc, REST Template Builder, il a disparu. Alors, pourquoi est-ce qu'il a disparu? Ben, c'est la deuxième chose qui a été faite au niveau de la modularisation que je voudrais bien vous montrer. C'est que, puisque maintenant nous avons des modules par technologie, ça nous permet aussi d'avoir des signaux plus fins en termes de qu'est-ce que vous voudriez utiliser dans certains contextes. Et donc là où auparavant, vous avez une application web, comme vous aviez accès à l'entièreté des autoconfigurations, ben forcément, ça peut configurer un client HTTP. Ben aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, si vous voulez un client HTTP, ben vous devez choisir le client HTTP que vous voulez. Est-ce que vous voulez un client HTTP impératif avec REST Client, REST Template? Est-ce que vous voulez le client HTTP réactif avec Webflux, qui est le Web Client? Est-ce que vous voulez un client HTTP à vous? Vous avez un starter dans votre boîte qui fait un client HTTP machin chouette. Donc, vous pouvez avoir ces options sans nécessairement qu'il y ait un défaut qui vienne s'amener dans l'histoire. Et donc, moi, ce que je veux ici, bah, comme je upgrade, je voudrais bien continuer à utiliser le REST Client. Donc, je vais prendre le starter REST Client. Et ça donne pas trop mal, donc c'est bien. Alors, ça marche toujours pas. Mais par contre, maintenant, il est là. Alors, allons regarder un petit peu ce qui se passe. Ça, c'est la troisième chose dont je voulais vous parler. C'est que la structure de package, maintenant, elle suit une sémantique qu'on a eu l'opportunité d'être revisitée avec la modularité. Et donc, les choses sont plus prédictives. C'est-à-dire que
Si vous activez un starter pour une technologie, donc starter REST Client, vous avez vu qu'il s'appelait REST Client, le starter, ça va amener un module qui s'appelle Spring Boot REST Client. Et le package, ça va être Org Spring Framework Boot REST Client. Donc transformer REST Client par technologie, Spring Boot technologie, Spring Boot Starter technologie, Org Spring Framework Boot technologie. Okay, donc vous allez retrouver cet ensemble de choses au niveau du code. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne toujours pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, il y a un A qui traîne ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ok, cool. Donc, le suivant, c'est WebMVC Test qui ne trouve pas. Et en effet, il n'est pas là. Alors, le truc à bien retenir, ça pourrait vous embêter à l'upgrade, c'est que la modularité qu'on a appliquée avec ces signaux plus explicites au niveau de votre code de production s'applique exactement à l'infrastructure de test. Donc lorsque vous voulez tester une certaine technologie, donc vous voulez par exemple tester ici Spring MVC, puisque la slice est WebMVC Test, vous devez explicitement dire je voudrais bien tester la technologie WebMVC et donc ajouter un starter de test à ce sujet-là. Donc on va faire ça tout de suite. Faire ça ici, boum. Et alors, on enlève ça. Et donc, même chose au niveau convention, hein. Je ne vais pas la refaire depuis le début, mais Org Spring Framework Boot Technology Test. Là-dedans, vous allez retrouver les utilitaires de test pour la technologie. Okay. Alors, il y a un truc bizarre dans ce build, est-ce que quelqu'un le voit? Celui qui trouve, il gagne une licence IntelliJ. Ils en ont tellement, de toute façon, ils s'en foutent. Hein. Qui voit le problème dans ce build? Il y a un truc un peu étrange. Les tests, oh, les tests sont dans les dépendances, t'as vu ça où? C'est toi qui utilises Spring Boot 2, c'est ça hein? Oui, c'est en effet un énorme problème. Je suis assez d'accord avec toi. Pourquoi est-ce qu'il y a des doubles côtes et des simples côtes? Je vais fixer ça immédiatement, mais ce n'est pas ça. Pas de licence IntelliJ pour toi. En plus, c'est une critique, donc non. Ouais. Ouais. Donc, le truc qui est bizarre, c'est qu'ici, on a un starter web et là, on a un starter web MVC. Donc, je vous avais parlé de quelques starters qui avaient été renommés. Enfin, si vous avez fait attention au slide précédent, il y a quelques starters qui ont été renommés. Donc, l'idée, c'est que la modularité, ça a amené une série d'inconsistances. Et comme de toute façon, on était en train de restructurer, ça nous a donné la possibilité d'harmoniser pas mal de choses. Donc, lorsque Spring Boot a démarré, il n'y avait qu'une seule stack web. C'est la stack web MVC. Il n'y en avait qu'une. À l'époque de Spring Boot 1.0. Et donc on a appelé ça le starter web parce que c'était le nom le plus logique puisqu'il n'y en avait qu'un. Puis entre-temps, vous savez peut-être que dans Spring Framework 5, on a introduit une stack réactive qui s'appelle WebFlux. Et donc on avait finalement deux stacks. On avait le starter web pour WebMVC et le starter WebFlux pour WebFlux. Et donc l'idée c'est qu'on a harmonisé les noms. Pourquoi est-ce que le starter web continue à fonctionner? Parce qu'on a gardé l'identité de ce starter-là de manière dépréciée. Parce que sinon, bon, évidemment, on va casser la moitié de la planète. Donc l'idée, c'est de garder ce starter web encore pendant quelques releases pour que vous puissiez vous y adapter. Mais bon, l'idée, c'est qu'il faut migrer à ça. Tout ça est indiqué dans le guide de référence. Dans le Migration Guide, pardon. Alors, problème suivant. REST Client Test qui me permet de tester mon client HTTP n'existe pas. Donc du coup, là, j'imagine que vous avez compris l'histoire. Hein. Ce que je fais, c'est que je dis que je veux tester le REST Client. Donc j'ajoute le starter REST Client. Et puis je fixe mon import. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc ça va être Org Spring Framework Boot REST Client Test. Et alors, il y a un truc là dont je passe les détails, mais l'idée, c'est que il y a d'autres API. Ici, c'est une API dans Spring Framework, en l'occurrence, qui a changé pour de bonnes raisons, raisons qui dépassent le cadre de cette session-ci. Cool. Donc, j'ai mon app qui fonctionne. On va peut-être la démarrer, du coup, juste pour montrer qu'elle fonctionne bien. Elle fonctionne bien.
4.0.1, la première fois de mon existence que je vois 4.0.1 tourner. C'est pas génial ça? Et elle fonctionne. Cool. Donc on va pouvoir maintenant... Alors, un autre truc que je voulais vous dire aussi, rapidement, parce que sinon je vais complètement exploser mon temps. Vous avez vu cette espèce d'essai-erreur où on compile, on voit qu'il y a quelque chose qui n'existe pas, on dit ah ok, quel est le starter que je dois ajouter pour que ça compile de nouveau, comment est-ce que ok, je fais un apport, machin chouette. Bon. L'idée c'est que si vous avez une application avec beaucoup de code, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez apporter ce qui s'appelle le starter classique. Donc on a ajouté un starter classique et un starter classique test. Et l'idée de ces deux starters, c'est qu'ils vous donnent exactement la même vision qu'avec Spring Boot 3. C'est-à-dire qu'ils vont ajouter l'autoconfiguration de tous les modules, sans les dépendances transitives évidemment, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc vous allez vous retrouver avec l'entièreté de l'autoconfiguration de production et de test dans votre classe pass. Là, ça vous permet de faire les adaptations d'apport sans nécessairement devoir trouver quel est le starter qu'il faut. Puis une fois que vous avez fait ça, vous regardez à vos imports et vous pourrez trouver par la convention de nommage les starters spécifiques que vous devez ajouter. Okay, donc ça, c'est quelque chose de transitoire qui est intéressant. Si par contre vous voyez que la modularité, ça vous gonfle et que ça va vous prendre trop de temps, vous pouvez passer au starter classique pendant un certain temps et puis repasser alors sur la modularité par la suite. Bon, on va un peu parler feature maintenant, mais avant de parler feature, enfin, c'est pas vraiment une nouvelle feature, j'ai une nouvelle qui va peut-être embêter certains. Qui utilise le REST template ici? Bon, toi, forcément, c'est logique. Je suis désolé, hein. Tu m'as démarré, là, je peux pas arrêter. Donc, on va dire 20% d'entre vous qui ne sait pas ce que c'est que le REST template et qui utilise Spring Boot. Tout le monde sait ce que c'est. Ah, il y a une personne qui lève. Bon, ok. Donc, REST template, c'est l'API historique qui est arrivé vraiment au tout début de l'existence de Spring pour faire des appels HTTP. Donc, en tant qu'utilisateur de Spring, vous êtes particulièrement, et même si vous n'utilisez pas Spring, c'est quelque chose d'assez connu, hein, cette notion de template sur un domaine particulier. Vous avez des méthodes de haut niveau qui vous permettent de développer plus rapidement. Donc c'est quelque chose qui est connu et qui est très très utilisé. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, en tout cas pas pour nous, c'est qu'on a décidé de le déprécier et qu'il sera enlevé dans Spring Framework 8. Donc il y a une alternative qui existe déjà depuis pas mal de temps qui s'appelle le REST Client. Donc je vais vous montrer rapidement comment passer de l'un à l'autre. Bon, évidemment, c'est un exemple très simple, mais c'est juste pour vous donner un peu l'expérience utilisateur. Donc vous avez vu qu'il y avait un REST Template Builder ici. Il y a un REST Client Builder également. Et les deux ont un support ISO au niveau de Spring Boot, c'est-à-dire que si vous avez des converteurs, stratégie de sécurité, que sais-je, Spring Boot va auto-configurer tout ça, vous injectez le builder, et là, alors vous avez les opinions, soit les vôtres, soit celles par défaut, qui sont disponibles pour vos API. Bon, là, il y a des différences d'API, évidemment, ça va pas être la même. Alors ça, c'est le premier appel, c'est l'appel qui va récupérer le profil de l'utilisateur. Vous vous souvenez, je vous avais dit deux appels, un appel profil, un appel stat. Donc ça, c'est la classe finalement qui s'occupe de ça. Et donc ce que je veux faire, c'est que je veux faire un get sur cette URI-là et je veux passer un accept header qui est application.json et désérialiser dans cet objet-là. Donc vous voyez qu'il y a un petit peu de cérémonie, hein. Je dois créer un objet header, lui mettre des choses dedans et puis passer ça à une méthode qui a 4 paramètres. 5 paramètres, enfin bref, beaucoup de paramètres. Donc l'idée, c'est que c'était pas trop GG, quoi. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec le REST Client et d'autres clients qu'on a construits, hein, j'en parlerai si j'ai le temps, c'est qu'on a remplacé ça par une API qui vous guide, une API, un espèce de DSL, hein, parce que dans Java, les DSL, c'est pas toujours GG, mais quelque chose qui vous guide sur les différentes opérations et surtout qui ne vous montre pas des choses qui n'ont pas de sens dans ce que vous avez choisi précédemment. Donc ici, je fais un get. Je lui dis que je veux profil. C'est profil sans S, oui, avec le player ID. Puis alors, je lui dis, voilà, je voudrais bien passer des headers. Donc là, on a vraiment un support qui est beaucoup plus explicite qu'auparavant. Media type application.json, oui. Et puis, je lui demande de me donner un player profile. OK. Voilà. Donc, vous voyez quand même que c'est plus succinct et en tout cas plus agréable en termes d'API
que ce qu'on avait auparavant. Les champs ne sont pas private non plus, donc ça c'est pas bien. Alors pourquoi est-ce que les champs ne sont pas private? C'est à cause du test. Parce que le test utilise Mock Service Server. Qu'est-ce qui connaît Mock Service Server? Très peu. Okay. Donc c'est une fonctionnalité de Spring Framework. Ça vous permet en fait de vous passer à un client à ce truc-là, et puis vous lui dites voilà les queries que j'attends avec tel état, tel header, tel machin. Quand tu reçois ça, tu réponds telle chose. Et puis à la fin, vous lui demandez est-ce que tu as bien reçu ces choses-là dans l'ordre que je t'avais donné. Problème avec cette librairie-là, c'est que vous ne pouvez pas automatiquement connecter un REST template avec cet objet, ce qui n'est pas le cas de REST Client. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais juste demander à Spring Boot de le configurer pour moi. Donc je fais ça ici, private final, voilà. On va ajouter ça, lui demander de me l'injecter. Ok, et donc je peux enlever ceci et cela. Et donc c'est pour ça que les champs n'étaient pas privés, hein, du coup, c'était parce que j'en avais besoin dans le test. Ah oui, il reste quand même builder ici. Pop, pop. Ok, on est bon. Donc voilà, REST Client, considérez-le. Il y a moyen aussi, si vous avez une grosse infrastructure, vous pouvez créer un REST Client sur base d'un REST template. D'accord? L'idée c'est quoi? L'idée c'est que vous donnez un REST template avec plein de configs, des converteurs, stratégies de sécurité, que sais-je. Et lorsque vous le passez à un REST Client, il va extraire cette information-là. Donc c'est-à-dire qu'au niveau config, alors vous pouvez faire les choses en deux étapes. D'abord, ne pas vous préoccuper trop de la config et migrer les PI, et puis après migrer la config. Cool. Il y a aussi un REST Client Test qui existe dans cette nouvelle release. Donc pour ceux qui ont utilisé le Web Client, il y avait Web Client Test, il y a REST Client Test maintenant. Donc ça vous permet de tester avec les API du REST Client sur un serveur HTTP ou bien moqué. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont dispo pour vous. Donc n'oubliez pas que le REST template, il s'en va. Ok, donc partie suivante. Donc imaginons maintenant que j'ai mon objet profile ici et je voudrais bien demander quelque chose. Ici, c'est intéressant parce qu'on a IntelliJ qui nous dit « Ah, ça pourrait jeter une null pointer exception ». Okay. Bon, information intéressante, IntelliJ, merci beaucoup. Donc ça pourrait être nul, d'accord. Si je regarde dans l'applan, comment c'est utilisé, vous augmentez un peu tout ça. Donc le voilà, le profil, je le passe à cette méthode-là, pouf, je le passe à cette méthode-là, oh la kaboom. Sauf que là, j'ai pas du tout d'aide, c'est-à-dire que ça pourrait être nul, mais en fait, il n'y a rien qui me dit au niveau IntelliJ que ça pourrait poser un problème. Donc ça, c'est quelque chose que l'équipe Spring, sur laquelle l'équipe Spring travaille déjà depuis pas mal de temps, hein, notamment dans l'intégration entre Kotlin et Java, puisque dans Kotlin, c'est vraiment dans le type system, la notion d'un type qui peut être nul ou non, ou indéfini. Dans Java, dans le langage, ça n'existe pas, même si l'équipe Java, elle a des plans dans les cartons, mais ça n'arrivera pas avant plusieurs années. Et puis le temps que tout le monde upgrade à cette nouvelle LTS, ça va encore prendre plus de temps. Donc l'idée, c'est qu'on a travaillé avec d'autres acteurs sur une spec qui s'appelle JSpecify. Qui est-ce qui connaît JSpecify ici? Ok. Donc on va voir ça en pratique, le portfolio a migré à ça, et ce que je veux faire, c'est vous montrer un peu l'expérience utilisateur concernant cette intégration. Alors il y a pas mal de noms barbares qui vont arriver. Je vais essayer de ne pas trop vous flouder, comme on dit. Donc pour exécuter, pardon, je reviens en arrière. L'avantage de JSpecify et de comment tout le travail qu'on a fait autour de ça, avec d'autres, c'est qu'au lieu d'avoir ces checks dans l'éditeur que vous pouvez ignorer, vous pouvez éventuellement utiliser des inspections, etc., mais ça ne va pas vous amener beaucoup, très très loin. L'idée, c'est de vérifier que votre code est sain au build. Et donc, si on détecte quelque chose qui pourrait poser problème, comme je viens de vous le montrer là à l'instant, le build, en fait, plante.
où le build vous envoie un warning par défaut, mais on va y revenir. Alors, il y a 3 trucs barbares. Il y a JSpecify, c'est les annotations. Donc, c'est ce que vous allez ajouter dans votre code. C'est la sémantique. D'accord. Vous avez nullAway, pardon, vous avez error-prone. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de checkstyle avec des plugins. Comme checkstyle, en fait. Et vous avez nullAway. Et nullAway, c'est vraiment la librairie qui implémente cette logique d'aller inspecter votre code et de voir si vous avez des problèmes. Et nullAway est un plugin d'error-prone, donc c'est pour ça qu'il y a les 3 qui viennent. J'ajoute d'abord error-prone pour qu'il s'exécute. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner 2 dépendances, error-prone lui-même et puis nullAway. Donc vous voyez nullAway ici qui arrive et qui est le truc qui va faire effectivement les checks. Et puis enfin, il faut configurer un peu votre... il faut que je prenne le bon. Configurer un peu votre compilateur avec une série d'options. Alors ça veut dire en gros les checks que error-prone fait par défaut, je ne vais pas en entendre parler parce que je vais me concentrer vraiment sur nullAway. Ça active le mode où on va vraiment aller regarder en détail dans votre code source les problèmes éventuels. Très important, ça transforme les warnings en erreurs. Donc par défaut, ce que error-prone va faire, c'est qu'il va vous mettre des warnings dans vos logs. L'idée évidemment que les warnings dans vos logs, vous n'allez pas les lire et puis vous en allez avoir 50 et le lendemain 150 et donc voilà, ça ne sert à rien. Donc ça fait planter votre build. Et alors ici, je vais en parler dans une seconde, ce à quoi ça sert. Alors je compile ici et tout est bon. En fait, oui, désolé, c'est un raccourci ici au niveau de mon IDE, mais je sais que c'est pas bon, puisqu'on a vu que c'était pas bon, d'accord? On avait quelque chose qui retournait éventuellement nul et puis qu'on l'utilisait, donc ça, c'est pas possible que ce soit bon. Alors, il y a plusieurs stratégies, et ce qu'on vous conseille de faire, c'est de faire package par package ou bien module par module. Et donc, un moyen de le faire, c'est de flaguer un élément comme étant nul marked. Et donc là, c'est ça qui va activer le check. Donc, si je reviens sur mon build, c'est la dernière chose que je n'ai pas donnée, c'est de dire ignore tout, sauf quand je dis explicitement que je veux vérifier. OK ? Bon, là, du coup, mon build ne fonctionne plus, ce qui est bien ce à quoi je m'attends. Et on va aller voir l'erreur en question sur le code que je vous avais donné tout à l'heure. Donc là, vous voyez IntelliJ qui comprend que nullAway est activé, donc qui va l'exploiter. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Il me dit que je retourne une expression qui est nullable, mais je ne le déclare pas. Okay ? Donc ça veut dire que ceci peut être nul, mais je ne dis pas que ça peut être nul. Donc une option, vous voyez que c'est au niveau de JSpecify ici, je peux dire, oui, en effet, ça c'est nullable. Alors maintenant, si on regarde mon utilisation, vous allez voir que là, ici, il ne va pas être content, parce que dans cette méthode-là, je dis que ça ne peut pas être nullable. Donc vous voyez, il y a une espèce de cascade, et donc ça vous permet finalement de comprendre l'utilisation et de voir à quel endroit vous devez finalement adapter votre code ou améliorer votre code. Alors ici, en l'occurrence, je sais que ça ne va pas être nul, parce que j'ai une spec du serveur distant, et le serveur distant me dit soit il y a un problème avec le profil et ça va jeter une exception, donc tu n'auras pas un status 200, soit si on arrive, tu as un status 200 et il y a un body, tu n'auras jamais un body vide. Voilà, ok, cool. Donc là je sais que c'est bon, donc je peux dire assert not nul. Voilà. Et là, le check disparaît. Alors ça c'est une classe du framework, donc c'est un peu magique, comment est-ce que nullAway comprend que ceci va vérifier. Alors je vous le montre brièvement, mais juste pour des raisons d'explication. Vous n'allez pas devoir utiliser ça beaucoup. Donc l'idée, c'est qu'il comprend automatiquement ces annotations contrat. Vous avez un peu compris ce que l'annotation fait sur base de la structure un peu barbare. Hein, là. Si le premier argument est nul, on s'en fout du deuxième, ça plante. Donc il sait que si on passe quelque chose qui est nul à cet endroit-là, il va y avoir une exception et donc on n'ira pas plus loin. Okay. Même chose ici, je pourrais utiliser un autre... Pourquoi est-ce qu'il me dit body, lui ? Dégage. Je pourrais utiliser par exemple... En fait, je n'ai même pas besoin de faire ça. Je pourrais utiliser quelque chose du JDK par exemple. Objects requires non null. Et voilà. Et mon check est fait et donc je peux aller plus loin. Donc ici, autre problème.
C'est un autre problème que je voulais vous montrer, c'est le fait que ce champ n'est pas flagué nullable et n'est pas initialisé ici. Alors pour ceux qui utilisent Spring, vous connaissez sans doute ces interfaces aware qui est quelque chose qui vous permet d'injecter de l'infrastructure dans le bin avant qu'il soit utilisé. Donc ça, c'est hyper important. Donc en tant qu'utilisateur du framework, vous savez que cette méthode va être appelée avant que le bin ne soit utilisé. Et donc finalement, ce warning, ben, il n'est pas correct. C'est pas fait dans le constructeur effectivement, mais vous savez qu'avant que le bin ne soit utilisé, il n'y aura pas de problème. Et donc pour ça, il y a moyen de supprimer le check. OK. Alors, quelques petites informations pour vous vraiment en vitesse. On peut en reparler après la session pour ceux qui sont intéressés. Premièrement, c'est complètement optionnel. Donc je vous l'ai montré dans l'app pour vous montrer un peu l'effet. Mais si vous voulez ignorer le truc, vous l'ignorez. Il n'y a pas de... Et ça ne changera pas de ne pas être optionnel. Si vous utilisez Kotlin, c'est intéressant parce que votre code Kotlin, qui appelle votre code Java, va être beaucoup plus idiomatique puisque Kotlin comprend ces annotations de GSpecify, donc il va être capable de comprendre quel est le type, est-ce que le type est nullable ou non. C'est viral, donc si vous commencez à l'utiliser, n'espérez pas l'utiliser dans un petit coin et puis qu'en fait le reste pas. L'idée, c'est que si vous le faites complètement, pas à moitié, quoi. Donc il faut bien prendre ça en compte, bien en parler en équipe et de faire un bon planning parce que ça risque de prendre pas mal de temps. Ça, pour moi, c'est le plus important, c'est que ça va vous obliger à repenser certains contrats où en fait, vous savez, oui, je sais que là, ça ne va pas être nul parce que je le sais, mais en fait, cette notion percole dans les couches au-dessus et parfois, ça amène des complications qui ne sont pas trop nécessaires ou bien lors des checks qui ne sont pas nécessaires. Donc l'idée de mettre la validation au bon endroit, ça veut dire que les couches au-dessus n'ont pas besoin de se préoccuper et si elles font une erreur en termes du check, le compilateur va vous le dire directement. Pour le Java 24+, c'est pas un besoin runtime, c'est un besoin au niveau du poste de dev. Et en fait, maintenant, ça a un peu changé parce qu'ils ont backporté un truc, donc je pense que c'est Java 21, enfin soit. L'idée, c'est que l'équipe Nullaway, ils ont tellement travaillé dans les détails au niveau générique, etc., qu'ils ont trouvé plein de bugs dans le compilateur. Bugs que l'équipe Java a fixés, mais n'a pas nécessairement backporté. Okay. Donc l'idée, c'est que vous avez besoin de ça pour compiler. Ça ne veut pas dire que votre app doit tourner sur Java 24 tout d'un coup. Donc vous devez avoir un JDK récent, vous mettez -- release 17 et vous pouvez tourner avec 17, il n'y a pas de problème. Ok, nouvelle fonctionnalité. On va un peu parler de quelque chose d'un peu web maintenant. Ici. Qui est-ce qui fait du versionning de vos API REST ou de vos API HTTP? Qu'est-ce qui fait du versionning avec quelques-uns? Qu'est-ce qui trouve que c'est compliqué à mettre en place? Ok, les mêmes. Alors API versionning, tout le monde est au fait de ce que ça veut dire en pratique. Ouais. Donc il y a quelque part un endroit dans la requête où vous mettez une version, le serveur lit cette version et en fonction de ça vous donne accès à certaines fonctionnalités, ou bien potentiellement on change la sémantique, parce que parfois vous devez changer une sémantique, donc c'est le même endpoint, mais ce qui est retourné est différent. Nous on a eu le feedback, effectivement c'est possible de faire avec Spring, mais parfois c'est un peu trop compliqué, donc l'idée c'est qu'on a voulu faire quelque chose pour les utilisateurs que je vais vous montrer maintenant, qui est une nouvelle fonction de Spring Framework 7, donc vous allez pouvoir en bénéficier avec Spring Boot 4. Donc imaginons que je veux introduire un nouvel endpoint. Donc je veux retourner la taille de la queue, donc le nombre de joueurs qui est en attente de rentrer dans un lobby. Bon, vous voyez que l'implémentation, on s'en fout. Mais il y a un nouvel argument que vous ne connaissez pas pour ceux qui utilisent Spring MVC. Cet attribut n'existait pas avant, qui s'appelle version. Et l'idée, c'est que vous pouvez flaguer sur une opération pour quelle version elle est supportée. Donc ici, je flague qu'elle est supportée en version 1.1. Alors forcément, il faudrait peut-être donner un peu d'informations sur le reste. Donc ce que vous pouvez faire, vous pouvez donner une version au niveau de votre contrôleur. Et vous pouvez utiliser un format. Donc le format est expliqué dans la doc. Donc ici, ce que je dis, c'est que ce contrôleur supporte 1.0 et ultérieur.
sauf s'il y a une option, pardon, une opération en particulier qui donne une autre opinion. Donc ici, on a bien une surcharge. Donc cet endpoint-ci, typiquement, si vous le demandez avec la version 1.0, il ne sera pas dispo. Alors il faut faire un petit peu d'infrastructure pour que tout ça soit fonctionnel. D'ailleurs, c'est un peu l'erreur que vous avez ici. Hein. Il dit, ben voilà, c'est pas configuré, je sais pas comment est-ce que je dois récupérer la version, je ne sais pas quelle est la version par défaut, etc. Donc pour ça, vous avez plusieurs options. Vous pouvez le faire par propriété, mais alors moi, je préfère le faire en code parce que vous avez le DSL et c'est quand même vachement plus clair. Et puis vous pouvez voir les options, quoi. Donc voilà, c'est une classe de config. On implémente, j'ai dit, versionning. Et donc, qu'est-ce que je veux faire au niveau de ce configureur-là? Donc, je veux finalement lui dire au framework comment est-ce qu'il peut trouver la version et d'autres impacts au niveau de la version. Alors, il y a 4 moyens de récupérer la version qui sont supportés sans que vous deviez écrire du code. Vous pouvez passer un header HTTP. Vous pouvez passer un paramètre de requête, donc point d'interrogation API version égale. Vous pouvez le faire dans le media type, donc vous pouvez donner, avec le header accept, vous pouvez mettre un attribut version. Ou alors vous pouvez le mettre dans le pass de l'endpoint. Okay, donc si vous avez /API /1.0 / mon truc, donc dans le deuxième segment, en fait c'est le premier, puisqu'on démarre à 0. Dans ce segment-là de l'URI se trouve la version. Ici, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux utiliser un request header, et je vais dire que je vais l'appeler API version. Okay, ça suffit. Mais l'idée, c'est que je peux faire plusieurs choses supplémentaires. Donc, je peux dire, par exemple, la version par défaut de mon API, c'est 1.1. C'est-à-dire, si tu ne me donnes pas une version, je vais utiliser 1.1 par défaut. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez donner des versions supportées. Alors là, l'idée, pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant si vous aviez plusieurs versions et que certaines versions ne sont plus supportées. Si vous avez des vieux clients qui vous appellent toujours avec une version qui n'est plus supportée, ils vont avoir directement un message d'erreur dédié. Sans que vous n'ayez à le gérer au niveau de votre code. Alors, on va faire un peu des tests. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que ce truc, c'est le client HTTP de IntelliJ. Voilà, pouf. Donc, je vais faire une requête ici. Où est-ce que j'ai le résultat? Le voilà. Ok, cool, merci. Donc ici, je fais une requête et j'ai bien un 200 OK avec 0 puisque je n'ai pas envoyé de joueur. Ici, vous voyez que je passe un header API version qui est de 1.0. Et donc là, dans ce cas-là, j'ai bien un 404 où on me dit cette opération n'existe pas. D'accord? Donc l'idée, c'est que vous allez expliquer au framework comment est-ce qu'il peut récupérer la version et lui va le gérer pour vous. Je vous ai donné les 4 moyens. Mais les 4 moyens sont en fait 4 implémentations d'une interface que vous pouvez implémenter vous-même. Donc si vous avez un cas Banzai à vous, vous implémentez l'interface et c'est bon. Même chose si vous n'aimez pas ces numéros de version, vous avez des numéros de version exotiques avec des A, des B et des underscores, vous implémentez le parseur de version et puis vous le passez à la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure et ça fonctionnera très bien. Web versioning, API versioning, pardon. Alors, on passe au suivant. On va un peu faire planter les choses, parce que c'est marrant. Je vous avais dit que j'avais pas du tout de contrôle sur le back-end, évidemment j'ai menti. Le back-end tourne sur ma machine sur le port 80-81. Et j'ai fait le RED, ça doit vous dire un peu plus ou moins ce que ça fait. Donc en gros, l'idée de cette query que je viens de lancer, c'est dire au back-end plante 20% du temps. Okay, c'est marrant de planter 20% du temps. Cool, donc ça commence à planter. Imaginez que vous êtes en production, ou en tout cas proche de la production, et donc qu'est-ce qui se passe? L'idée évidemment, c'est, vous savez où je vais arriver évidemment, c'est le concept d'observabilité, le concept de télémétrie et le concept d'observer votre application quand elle tourne en production. Okay, donc on va un peu regarder ce qu'on peut faire pour rendre ça possible. Qu'est-ce qui ne connaît pas du tout le concept d'observabilité ici, comme nom? On n'a jamais entendu parler. Personne. Ça va, c'est bon? Tu l'as? Ok. Je te paye un verre après. Hein. T'as été courageux.
Qu'est-ce qui connaît OpenTelemetry ici ou qui l'utilise éventuellement? Pas mal d'entre vous. Ok, cool. Donc OpenTelemetry, c'est vraiment quelque chose qui a eu pas mal de traction dans l'espace de l'observabilité. Il y a pas mal de specs autour de ça. Il y a pas mal de gens qui sont assez intéressés. Et donc forcément, nous, on devait s'aligner là-dessus. On a toujours notre stack Micrometer. Ça ne change rien par rapport à avant. Micrometer parle OpenTelemetry ou parle dans le protocole de votre plateforme de monitoring. Donc ça n'a pas changé. Ce qui a changé dans Spring Boot 4, c'est que l'expérience développeur pour démarrer est plus simple avec OpenTelemetry. On a beaucoup bossé là-dessus, beaucoup bossé aussi sur l'harmonisation. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est qu'est-ce que j'ai. J'ai sur ma machine ici qui tourne, on peut augmenter ça. Donc encore une fois, vous aurez le projet. J'ai une image Grafana qui tourne avec un collecteur OpenTelemetry. Grafana tourne sur le port 3000, le connecteur OpenTelemetry tourne sur le port 4318. Donc qu'est-ce que je dois faire pour finalement activer l'observabilité au niveau de mon app? Ici, vous voyez qu'on se restreint aux traces. On pourrait aussi envoyer des métriques ou des logs, mais pour cette partie, je me restreins aux traces. Et donc ici, vous voyez bien l'URL de ce fameux conteneur qui tourne sur ma machine. Alors, je l'ai ajouté à dessein avant de faire quoi que ce soit comme changement. Vous voyez qu'IntelliJ me dit « connaît pas les propriétés ». Donc ça, c'est un autre effet de la modularité. Si vous n'ajoutez pas à une technologie, que vous essayez d'utiliser une clé de la technologie, votre éditeur va vous dire « je ne connais pas ». Donc même chose avec le code, même chose avec les propriétés, même chose avec les tests. Donc il y a une consistance pour tout ça. Donc j'imagine que vous avez capté ce que je vais faire. Enfin j'espère, sinon je vais me poser vraiment des questions. Ici, j'ajoute le starter OpenTelemetry. Et si je fais ça, sauf que la dernière fois, ça ne l'a pas fait parce qu'il y a un bug dans IntelliJ, je n'ai pas peur de le dire. Ah, ça a marché cette fois-ci. Cool. Donc vous voyez ici que les propriétés maintenant sont connues. Je ne vous ai pas parlé de ça, mais je vous en parle rapidement. Lorsque vous faites des tests en local sur votre machine, très important de mettre le sampling à 100%, parce que par défaut, c'est 10%. Donc si vous faites clic-clic sur votre machine, il y a de la chance qu'ils ne prennent pas la trace et qu'ils n'enregistrent pas. D'accord? Donc si vous faites des tests en local, très important de le mettre à 1.0 pour qu'il trace absolument tout ce que vous faites. Ok, chouette. Donc du coup, on va réessayer. Ah, mais c'est bien ça. Pourquoi est-ce que ça plante là? Serait-ce un effet de 4.0.1? Laisse-moi voir. Ah non, ça va pas aller. On va voir. C'est jamais, c'est pas à l'approche d'un bug. À l'abri d'un bug, pardon. Donc ici, je suis sur le port 3000 de mon Grafana. L'idée, c'est que c'est le dashboard qui me permet d'exploiter les données qui ont été envoyées par le collecteur OpenTelemetry. Ce que je peux faire, c'est que je peux demander les traces. Donc je vois ici que j'en ai toute une série. Alors celle-là, elle a fonctionné. Donc il faudrait peut-être que je demande celle-là. Merci. Trace, où es-tu? Le truc est trop grand pour que je le voie. Ah voilà, merci. Okay. Bon. Soit j'ai fait... Ah oui, ok, ça va. C'est à cause de... C'est ma faute, pardon. Cool. Donc du coup, me voilà avec une trace pour une demande pour queuer un joueur. En haut, en jaune, vous voyez l'entièreté de la requête. En bleu, c'est mon back-end. D'accord? Donc il y a une réconciliation des traces entre les différents services. Mon back-end sur le port 8081 utilise OpenTelemetry, envoie ses traces sur le même serveur. Donc c'est pour ça que vous voyez la réconciliation. Vous voyez qu'il y a d'abord un appel pour récupérer le profil de l'utilisateur. Donc voilà, ça fonctionne bien. On a l'appel ici, l'appel distant, ça se termine, on passe au suivant. Et là, on demande pour récupérer les statistiques. Et là, on voit que ça plante et ça fait planter la requête. Donc ça, c'est le fait que la requête au global a planté. Okay? Donc on sait maintenant que c'est l'endpoint stats qui déconne un peu. 20% du temps.
Donc on va y retourner. Mon petit stats, le voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plein de solutions possibles, hein, il y a plein de librairies qui existent. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un truc qu'on a fait dans Spring Framework 7. Qui est-ce qui connaît Spring Retry ici? Quelqu'un qui était très pro. Ok. Donc Spring Retry, c'est une librairie qui existe depuis pas mal de temps, qui est utilisée dans pas mal de projets Spring. Vous avez un retry template, ça vous voit un petit peu vers où ça va. Quelque chose qui vous permet d'exécuter une méthode et donc d'avoir des caractéristiques où on va réessayer avec différentes stratégies, etc. L'idée, c'est que ce projet maintenant, il est en fin de vie et qu'on a déplacé les fonctionnalités de base dans Framework lui-même. Donc, si vous utilisez Spring Framework 7, vous avez à avoir cette capacité. Alors, je vais un peu vous montrer un peu comment est-ce que ça peut fonctionner. Hein. Donc, ce que je fais, en fait, c'est comme tout stéréotype dans Spring Framework. Hein, j'ajoute un stéréotype autour de la méthode et lorsque la méthode est appelée, le stéréotype va s'appliquer. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec cette méthode, cette fonctionnalité, pardon? Je peux lui dire quelles sont les exceptions qui vont mener à un rappel, à réessayer, pardon. Est-ce que vous ne voulez pas réessayer les illégal arguments, les illégal state? Ça ne vaut pas la peine parce que c'est des problèmes de dev. C'est vraiment des problèmes au niveau couche HTTP ou autre. Vous avez un nombre de réessais. Ici, c'est 3 par défaut. Vous avez un délai. Donc le délai, c'est tout en bas. C'est 1 seconde. Donc l'idée si vous mettez cette annotation-là sans rien faire, il va réessayer 3 fois en attendant 1 seconde entre chaque. Et puis, si au bout de 3 fois, ça continue à planter, il jette exception. OK ? Alors, qu'est-ce que je veux faire, moi? Je veux un petit peu changer certaines choses. Donc je veux lui dire que le délai, c'est 300 millisecondes, pas 1 seconde. Et ce que je veux faire, c'est qu'au lieu que ce soit fixe, je voudrais bien qu'il soit exponentiel. Donc ici, ce que ça dit, en gros, c'est qu'à chaque réessai, on augmente de 50% le temps d'attente. Okay. Vous avez vu aussi que vous pouvez passer le délai avec un format plus lisible. Et alors, juste pour le fun, vous pouvez ajouter aussi de l'aléatoire. C'est-à-dire que vous lui dites qu'il y a une période de 200 millisecondes, vous pouvez aller chercher aléatoirement dedans et l'ajouter au temps de délai. Oula, c'était un peu trop dézoomé ça. Alors, il faut l'activer comme n'importe quoi de ces stéréotypes parce que ça regarde sur vos méthodes au démarrage et donc ça peut être... ça ne sert à rien de le faire si vous n'utilisez pas. Et la notation s'appelle Enable Resilient Methods. Je ne sais pas ce que c'est Enable Retry. Enable Retry, c'est Spring Retry, donc oui. Qu'est-ce qui parle? C'est toi? Spring Retry, comme le projet, il n'a pas disparu, donc si tu utilises Spring Retry, il est là. C'est pas pour remplacer, c'est que le projet en tant que tel, il vivote parce qu'il n'a pas de mainteneur, on n'a plus la bande passante pour gérer tout. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a eu un travail d'analyse du besoin, dans lequel on a développé une nouvelle API dans Framework, qui est, à mon sens, plus simple, plus propre et plus facile à comprendre. Et donc forcément, les noms sont différents, puisque de toute façon on le bouge, c'est l'idée d'améliorer les choses. Si tu as Spring Retry et que tu veux continuer à utiliser Spring Retry, pas de problème, mais sache que c'est une librairie qui sera plus maintenue dans le futur. Ok, cool. Donc voilà, on est parti avec le code que j'ai ajouté. Vous voyez que pour le moment, ça ne plante pas. Alors, ça pourrait planter si jamais j'ai pas de chance et qu'au bout puisque j'ai dit max, je fais le premier. Réessai 1, réessai 2, réessai 3. Et si ça continue à planter au réessai 3, alors évidemment j'ai l'exception. Donc il faudrait vraiment tomber sur les 20% de manière malchanceuse. Bon, ici en l'occurrence, c'est pas arrivé, mais ça pourrait. Si je reviens sur mes traces ici, paf, vous montrer, il faut que je dézoome à chaque fois parce que... Non, il est là, autant pour moi. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer tout. Est-ce que toi, tu peux t'en aller? Oui, merci. Donc voilà, ici, vous voyez un petit peu de manière visuelle ce qui se passe, hein, c'est un peu plus clair. Vous avez le premier appel pour le profil, ça fonctionne. Premier appel pour les stats,
ça ne fonctionne pas. Vous avez ici le délai d'attente. Ensuite, au réessaye, ça plante toujours. Vous voyez que le délai d'attente est plus long. Et puis au deuxième réessai, donc au total trois appels à cette méthode distante, ça fonctionne et donc mon market fonctionne. Okay. Donc vous avez aussi toute la partie visuelle ici qui est assez intéressante. Il y a les aspects métriques, il y a les aspects logs aussi, vous pouvez envoyer les logs et puis il y a une réconciliation. Donc il y a vraiment plein de choses. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Spring Framework 7, donc on vient d'en parler, les fonctionnalités de résilience qui ont été bougées de Spring Retry. Il y a aussi une autre fonctionnalité qui vient de ce projet-là, je pense, qui est la capacité de limiter le nombre de threads qui peuvent appeler une certaine méthode. Donc si vous voulez limiter la concurrence d'appel d'une certaine méthode, vous ajoutez cette throttle limit, je pense, la notation, et donc vous donnez la stratégie, etc. Et là, le framework va s'arranger pour queuer ou éventuellement rejeter s'il y a plus de concurrence sur cette méthode-là. Vous avez parlé des templates clients. Donc REST template, REST client, JDBC template, JDBC client. Si vous utilisez JDBC, je vous encourage fortement à aller voir JDBC client, c'est super cool. C'est une API beaucoup plus propre, beaucoup plus guidée, elle est vraiment bien. Pour 7.0, on a fait JMS. Il y en a d'autres, donc je ne les ai pas toutes, mais l'idée c'est vraiment pas de remplacer, mais d'ajouter un compagnon client à chaque template qu'on a pour avoir finalement une API plus moderne. Pas mal de choses au niveau HTTP qui ont été améliorées, donc typiquement les aspects de configuration pour les converteurs. On a aussi amélioré la fonctionnalité HTTP Interface qui vous permet de créer un client sur base d'une interface. Donc on a amené cette notion de groupe qui vous permet de regrouper toute une série de clients qui partagent les mêmes caractéristiques au lieu de devoir répéter la configuration HTTP dans chacun d'entre eux. Context propagation, donc ça c'est typiquement, ça a un impact sur l'observabilité, puisque ça vous permet de passer le contexte qui permet la réconciliation entre les différentes traces si vous utilisez les Kotlin coroutines. Et puis enfin, petit clin d'œil sur des améliorations dans Java 24. Java 24 introduit un class file API. Pour ceux qui connaissent ASM, c'est une alternative à ça. Donc l'idée c'est que le framework, Spring Framework utilise ça quand même vraiment beaucoup pour respecter le bytecode de vos classes sans les charger au démarrage. Si vous tournez sur Java 24 ou supérieur, on le détecte et on bascule automatiquement à l'implémentation de la JVM. Donc ça c'est pas mal, ça permet une meilleure compatibilité dans le futur et puis ASM finalement ne sera plus nécessaire. Cette release-ci, on a fait un truc qu'on n'avait encore jamais fait, c'est qu'on s'est calé un blog post tous les mardis, je crois, ou tous les jeudis, je ne sais plus. Donc toutes les semaines, quelqu'un écrit, c'était planifié à l'avance, quelqu'un écrit un blog post sur une des fonctionnalités qui donne plus de détails, qui explique un peu comment ça s'est passé en interne, le cheminement, etc. Donc celui-là, je vous le conseille vraiment si vous êtes intéressé par la partie REST template et dépréciation. Donc Brian explique ça vraiment en détail. Un truc que je n'ai pas encore dit, j'ai dit qu'on le dépréciait, mais je n'ai pas vraiment justifié pourquoi, puisqu'on déjà par le passé, on a voulu le déprécier et puis on s'est pris des tomates pourries, donc on s'est un peu calmé. Mais ici, dans Spring Framework 7, ce qui s'est passé, c'est qu'on a amélioré REST Client, donc on a implémenté des fonctionnalités au niveau du client HTTP bloquant, ou impératif, et on n'a pas été capable de les ajouter dans REST Template, dû au design de REST Template. Ça veut dire que si vous prenez Spring Framework 7, les fonctionnalités de REST Client sont là, les fonctionnalités de REST Template sont là. Et nous, notre objectif, ça a toujours été que ce soit comme ça. Et comme maintenant il y a une différence de fonctionnalité, on ne peut plus justifier de garder le REST Template parce que finalement, vous allez manquer certaines choses qui ont été ajoutées récemment dans le framework. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le déprécier. On n'a pas eu du tout le temps d'en parler, mais Jackson a sorti une nouvelle majeure. Ça faisait quand même pas mal de temps que c'était plus arrivé. Donc voilà, il y a quand même pas mal d'impact. Pas nécessairement au niveau du modèle d'annotation. Peut-être au niveau de certains défauts qui peuvent changer de manière telle à ce que ça puisse poser problème subtilement. Donc là, c'est Sébastien qui a vraiment suivi tout le truc avec le mainteneur de Jackson. Donc il a passé de longues heures avec lui et il vous explique finalement dans ce blog post comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pour votre info, dans Spring Boot 4, il y a un module Jackson 2
qu'on a déprécié dès qu'il est sorti, puisque le support est déprécié. Donc si vous devez, lors de l'upgrade, rester avec Jackson 2, bah, vous avez cette possibilité, sachant que, attention, tous les modules ne supportent pas Jackson 2 et Jackson 3. Donc il faudra vraiment bien faire attention à ce que vous utilisez. Puis de toute façon, bah, c'est destiné à ne plus être maintenu, donc le passer à Jackson 3, ça va être une nécessité. J'ai finalement mis à jour mon screenshot parce qu'il manquait certains trucs bleus dans le bas là. Donc je l'ai fait dans le train. Donc voilà la liste. Si vous voulez voir la liste avec les liens, vous tapez Road2JS Spring dans Google et ça va vous amener directement là-dessus. Le premier, c'était Concurrency Limit du coup. Le premier, c'est vraiment ce dont on a vu en dernier avec la résilience, retry, etc. API versioning, on en a parlé. HTTP Service Client, on n'en a pas parlé, mais c'est cette notion de groupe qui vous permet de rassembler la config entre différents clients. Les deux suivants, je vous les ai montrés. Je ne parle pas de Kafka et de Spring Security, même si MFA pour Spring Security, c'est assez gros. Hein. Donc ajouter un multifacteur au niveau de vos apps Spring Security. Le suivant du 28 octobre, ça explique ce qu'on a fait au niveau modularité. Donc là, vous avez beaucoup plus de détails à ce niveau-là. Null Safety, c'est si vous êtes intéressé par JSpecify, vous avez de nouveau toute l'explication de comment on est arrivé là. Et l'avant-dernier, c'est la démo télémétrie, donc l'observabilité. L'avant-dernière démo qu'on a fait. Donc là, ça explique en détail qu'est-ce qu'on a amélioré dans Spring Boot 4, expérience utilisateur et compagnie. Il est 20h05 et j'ai terminé. Voilà le repo où vous pourrez trouver la démo. Mes contacts en dessous, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Les questions intéressantes ont une licence IntelliJ. Vous êtes d'accord, hein? Je peux faire ça? J'ai le droit? Ok. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour la présentation. Avec plaisir. Sur la partie null safe, c'est fortement lié à Kotlin parce qu'en fait, depuis Java 8, il y a le type optional pour gérer d'un point de vue typage le fait que ça peut être nul, non? Non, pas vraiment, parce que optional, en fait, c'est... comment? Je ne vais pas dire que c'est une rustine, parce que ce serait quand même un peu violent de dire ça, mais pour que tu puisses appliquer ce mécanisme, ça veut dire que tu dois changer la signature de tes méthodes. Et donc, ça veut dire que sans ce changement de signature, tu ne peux pas arriver à ce résultat. Si tu regardes le code que j'ai montré, tu n'arriveras jamais à ce résultat sans mettre des optionnels partout. Et donc, c'est au détriment aussi de tes utilisateurs et au niveau de comment tu utilises ton API. Imagine que Spring avait décidé, juste pour te donner un exemple pour que tu vois un peu l'idée, imagine que Spring, au lieu d'avoir utilisé JSpecify, avait dit chaque fois que il y a cette caractéristique-là, on remplace par optional. Donc tu es sûr qu'on pète absolument tout et absolument tout le monde. Et donc l'idée, évidemment, c'est pas de faire ça. Donc optional, oui, c'est une fonctionnalité du JDK, mais qui est vraiment très très limitée et qui casse ta compatibilité arrière. Donc c'était pas du tout une option, quoi. Et donc, c'est pas une option envisageable, le type optional par rétrocompatibilité, mais pour un produit qu'on construit là from scratch. Je ne le ferai pas non plus. Je ne le ferai pas non plus. C'est vraiment, je te le déconseille fortement. Si dans ton équipe de dev, vous avez décidé que optional c'est le truc génial à la mode, allez-y, c'est vous qui êtes responsable du code, donc c'est pas à moi de te convaincre autrement. Mais tu vas très très vite te rendre compte, je pense, que si tu commences à l'appliquer de manière consistante, pour avoir le résultat consistant, ça va t'embêter. Maintenant, si tu es content avec, continue. Hein. Mais ne fais pas du Kotlin. Non. Il y avait une question devant, je pense. Ouais. Alors, est-ce que tu as une licence IntelliJ ou pas? Je sais pas, en fait. Je sais pas, t'as déjà IntelliJ ou pas? Bon, bah alors non. Alors. Bonsoir. Ça merci aussi pour la présentation. Du coup, j'ai une question par rapport à Jackson 3. Plutôt pour avoir une confirmation, du coup. On peut toujours faire cohabiter dans le ClassPass et du Jackson 3 et du Jackson 2. Du coup, ça ne va pas perturber le fonctionnement du framework
Ça dépend ce que tu veux dire. Donc Jackson 2 et Jackson 3 sont sur des coordonnées différentes, aussi bien au niveau des coordonnées Maven, des dépendances, pardon, que du package space. Donc tu as vraiment deux trucs qui sont disjoints. Donc nous, ça ne va pas nous perturber non plus. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu attends que Spring Boot fasse? Si tu t'attends à ce que Spring Boot fasse un truc magique pour Jackson 2, mais uniquement pour ces trucs-là, et un truc magique pour Jackson 3, mais uniquement ces trucs-là, là, la réponse est non. Si tu veux utiliser Jackson 2 et Jackson 3 dans ton app, oui, tu peux. Jusqu'il y a peu, en fait, Elasticsearch n'avait pas de support pour Jackson 3, même assez tard dans les RC. Et donc, si tu utilisais Elasticsearch, Jackson 2 venait avec, et voilà, il n'y avait pas de problème, quoi. Ouais, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, du coup, il y a pas mal d'autres librairies pour l'instant qui tirent encore Jackson 2 et du coup. Donc ça, c'est pas du tout un problème. Là où tu vas éventuellement avoir un problème, c'est que si tu t'attends à ce que Spring Boot fasse un truc automatiquement pour toi, c'est là où, tu vois. Donc si la librairie tierce prend Jackson et généralement s'occupe elle-même de la configurer, ce qui est une bonne chose parce qu'elle a ses propres défauts et le reste, là il n'y a aucun souci. C'est vraiment la partie autoconfiguration et interaction qui pourrait éventuellement te surprendre, mais voilà, tout ça c'est bien décrit dans le guide de migration normalement. Merci. Avec plaisir. Ça marche bien Linux histoire d'IntelliJ du coup. Ils en ont pas besoin, hein, merde. Ok, cool. Petite question sur les... Alors, je ne sais jamais si c'est REST Test Client ou REST Client Test. REST Test Client. Ça dépend ce que tu veux dire. Si tu parles de l'API pour tester, ou tu parles de l'annotation. Pas la notation, l'autre. Ok. J'ai testé, je me disais, d'habitude, on met juste AutoWare et puis on l'a. Et là, apparemment, ça a changé, mais alors, du coup, je me demande, est-ce que je fais mal ou est-ce que ça a vraiment changé, il faut le déclarer à la main? Tu as lu le Migration Guide ou pas? En partie. Je suis pas bien sûr. Tu n'as dû pas lire la bonne partie alors, je pense. Donc, non, je te taquine. Donc, l'idée, c'est que c'est une excellente question, en fait, et qui pourrait poser pas mal de problèmes. Donc, ça me donne l'opportunité de le clarifier. Donc, dans Spring Boot 3, tu avais des trucs un peu magiques, des auto-wired un peu magiques. Donc, si tu avais une application web et que tu faisais auto-wired REST client, pouf, tu en avais un qui apparaissait sans rien faire. Idem, si tu mettais Webflux dans le ClassPass, tout d'un coup, pouf, tu faisais Web Client et tu en avais un, quoi. Quand on a commencé à modulariser et que les concepts ne pouvaient plus se comprendre l'un l'autre, on s'est rendu compte que c'était en fait une mauvaise idée parce que déjà de 1, on ne pouvait pas le faire sans finalement ajouter un cycle entre les concepts qu'on ne voulait de toute façon pas ajouter. Et donc dans le Migration Guide, il y a une section, et s'il n'y a pas une section, tu peux venir me latter après. En fait, maintenant, lorsque tu veux un client, tu dois le demander. Donc tu dois mettre autoconfigure REST Test Client @autoconfigure REST Test Client sur ton test, et là, à ce moment-là, il t'injectera. Et tant que tu ne le demandes pas, il ne fait rien. Donc l'idée aussi de ça, c'est que ça t'empêche d'avoir des bins supplémentaires que tu n'utiliserais pas, quoi. T'as pas l'air convaincu. Non, je crois que j'utilise Nested et du coup, il y a peut-être un problème avec ça. Ah, la notation, tu la mettais? Il y a un bug dans Spring Framework avec Nested, je ne sais pas s'il a été corrigé, ça pourrait être ça. Il fallait me le dire directement que tu mettais la notation, quel suspense. Si on allait un peu dans le fond, là, il y avait des gens dans le fond qui voulaient poser des questions. Si tu as terminé. Ouais, mais si on ne fait que de... Ouais, ok. Bon, vous, dans le fond, désolé, hein, les gars. Les gars, ça arrive. Merci pour la présentation. Est-ce que tu as l'occasion de tester OpenRewrite et notamment une REST API qui permet de passer apparemment de Spring Boot 3 à 4, en tout cas qui aide dans la migration automatisée de ça? Tu penses à Arconia ou... Je sais plus, tu as un truc qui s'appelle OpenRewrite et je suis tombé sur qui a l'air d'être un système qui fédère autour de lui plusieurs ce qu'ils appellent des recettes, des REST API et qui permet de migrer automatiquement de trucs, faire de l'upgrade de version. Non, j'ai pas eu le temps de tester ça, non, désolé. Bon. Ah voilà, super. Oui, je peux répondre. Salut. Je poserai ma question juste après, mais je peux répondre à ta question. J'ai testé OpenRewrite. Ils ont effectivement développé une recette qui permet de faire les migrations de 3 à 4. Ça fait, on va dire, un bon 50% du taf. Ça va modifier ton POM ou ton Gradle build. Ça va corriger certains imports, certaines properties qui ont été renommées. Par contre, ça implémente pas du tout toute la partie modularisation.
Donc tout ça, tu dois le refaire à la main. Et si tu veux une recette qui implémente la modularisation, tu dois utiliser la licence propriétaire de l'outil que je n'ai pas testé. Donc ça, après, je ne sais pas répondre. Du coup, ma question, c'est donc tu as beaucoup parlé du comment on utilise Spring Boot 4. Tu n'as pas du tout couvert le sujet de comment on contribue et comment on écrit nos propres starters. Ouais. C'était quelque chose qui n'était pas forcément hyper bien documenté sur les versions précédentes. Tu n'auras pas de licence IntelliJ, toi, ça c'est sûr. C'est parce que j'en ai pas besoin. Donc, est-ce que maintenant, enfin, j'imagine que oui, mais quand on implémente un starter, on doit suivre les nouvelles conventions avec les packages, le starter avec le starter test et la lib à côté. Et est-ce que cette partie-là va être documentée un petit peu mieux à l'avenir? Donc, j'ai pas pu tout couvrir, c'est sûr. Hein, tu t'imaginais bien que j'allais pas parler de tout. J'aurais bien voulu, mais c'est un peu compliqué. Alors, je voulais te montrer un truc. Donc, premièrement, pendant que j'essaie de le trouver, si il veut bien me laisser chercher. Où est-ce que c'est ce truc-là? Voilà, merci. Donc, je ne dis pas qu'il y a beaucoup de documentation, mais c'est déjà documenté depuis très longtemps. Il y a aussi une vidéo YouTube par ton serviteur, Université d'Evox de 2h30 qui explique ça en plus de détails, même si c'est sur une version ancienne, donc c'est pas génial non plus, mais les concepts n'ont pas bougé. Donc concernant ta question avec machin technologie, machin test, il y a pas du tout d'obligation dans le chef d'un starter tiers d'adhérer à notre convention de nommage. Donc tu peux continuer très très bien si tu le souhaites, si tu as des starters Spring Boot 3. Tu peux continuer à les nommer comme tu les nommes, à les structurer comme tu les nommes. Il n'y a pas une contrainte technique à devoir changer quelque chose. Par contre, si tu souhaites te caler dans la philosophie de Spring Boot, là ça devient un peu plus intéressant parce que là où par le passé tu avais un Spring Boot autoconfigure avec l'entièreté de tes API, maintenant tu peux commencer à segmenter tes propres starters. Donc si tu as des starters qui sont un peu plus dédiés web, ou des starters qui sont un peu plus dédiés NoSQL par exemple, là tu peux commencer à les dissocier là où auparavant ça avait peu d'intérêt de les dissocier puisque de toute façon tu te prenais toute la brique d'un coup, quoi. Donc est-ce que c'est expliqué, cette partie-là est expliquée? Non, mais il y a cette section-là. Ce que tu peux peut-être faire du coup, c'est créer une issue chez nous. J'assiste. Tu crées une issue chez nous, tu lis ça, et puis tu dis, voilà, maintenant qu'on est passé à 4, ces concepts-là, ou bien s'il y a des choses qui manquent dans la partie Spring Boot 3. Quoi. Ok. Est-ce qu'il y avait des questions vers le fond? Il n'y a pas de questions dans le fond? C'est les mauvais élèves près du radiateur ou quoi? Alors là, on vient de parler de Spring Boot 4, mais est-ce que tu peux nous divulgacher un peu les prochaines versions à venir? Est-ce qu'il y a des trucs dans la roadmap où c'est Faites-nous rêver, faites-nous rêver. Vendez-nous du rêve. Ouais. Je me souviens de quelqu'un à Devox France qui m'avait sorti ça après ma présentation Spring Framework 5 où on était tous crevés. Il m'a dit tu ne m'as pas vraiment fait rêver. J'étais triste. Alors la réponse à ta question, on n'a pas encore commencé à faire le planning. Le planning généralement il se fait fin décembre, début janvier, mais là on est un peu à la ramasse pour toute une série de raisons. Donc l'idée c'est qu'en tout cas pour Spring Boot, on va commencer vraiment à regarder ça de manière active en janvier. Mais l'idée générale, c'est qu'on a un bucket 4.0x dans lequel on met vraiment les choses, les améliorations qu'on veut pour dans le futur, pas trop distant. General Backlog, c'est un mix de choses qu'on ne sait pas très bien si on va faire et des choses qu'on pense qu'on ne devrait pas faire mais qu'on ne sait pas comment fermer. La vérité, hein. Donc on garde ça et puis le blague à part, le requirement par la suite pourrait être raffiné et tout d'un coup on se dit ok d'accord, maintenant on comprend mieux quel est le but et on le ramène dans un bucket. Donc bref, soit
Si tu vas sur notre tracker, tu verras 4.0x qui a une série de choses. Et ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va aller piocher là-dedans. Et surtout attendre le retour de la communauté, parce que la communauté va encore revenir avec des trucs auxquels on n'a pas pensé, des choses de la modularité qui ne fonctionnent pas comme ils devraient. Et donc là, ça va être notre boulot de fine-tuner ça pour 4 ans. La manière dont Spring fonctionne, c'est qu'on sort une majeure avec des thèmes transversaux. Cette fois-ci, on avait l'annulabilité, on avait la modularité, il y avait d'autres choses qui étaient impactantes. On sort une version majeure avec ça, et puis les feature release suivantes, le but c'est vraiment de fine-tuner, c'est-à-dire de continuer à travailler dans ces thèmes-là, et d'améliorer les choses sur base du retour, et avec éventuellement, enfin pas éventuellement toujours, des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, si tu veux un truc que je sais, parce que je suis en train de bosser dessus, c'est le support d'MQP 1.0 dans Spring Boot 4.1. J'espère que ça va arriver à ce moment-là. Tout ce que je peux dire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, on va arrêter là et les prochaines questions autour d'une petite bière. Je crois qu'on peut l'applaudir encore. Merci encore.